Chapitre 4. Salim, lui, ne fut pas réprimandé pour son retard. À vrai dire, chez lui, on ne remarqua même pas son retour et personne ne se serait inquiété s'il n'était pas rentré de la nuit. Il habitait dans une cité HLM, séparée du quartier chic où vivait Camille par la largeur du fleuve. Elle aurait pu en être éloignée d'un demi-continent, tant la différence était saisissante. Les façades de la cité Les Peintres étaient régulièrement ravalées par les différentes municipalités, soucieuses du paraître. Il ne s'agissait pas que l'on accuse la petite ville de province, riche de tant de monuments historiques, d'être gangrénée par une banlieue à problème. À l'intérieur, c'était une toute autre histoire. Salim avait toujours vécu au Peintre, rue Picasso, au 11e étage d'une tour à l'ascenseur régulièrement hors service. Il partageait avec sa mère, ses 5 sœurs et 2 de ses petits cousins un appartement de 70 mètres carrés au mur si fin que la douche que prenaient leurs voisins avant de partir sur le chantier le réveillait à 5 heures chaque matin. Salim, depuis qu'il était petit, rêvait d'évasion. Il était doué d'une étonnante souplesse et d'une tonicité exceptionnelle qui aurait fait des merveilles dans un club de gym, s'il y en avait eu un au Peintre. Il était dynamique, agile et endurant, mais il avait conscience que ses qualités ne lui permettraient pas de fuir sa cité et que, s'il voulait arriver à quelque chose dans sa vie, il lui faudrait beaucoup de courage, de travail et de chance. Il était courageux, travailleur, et sa chance, il l'avait eue en rencontrant Camille. Elle n'aurait pas dû se retrouver dans le même collège que lui. Les rares enfants de Nanty qui vivaient sur le plateau de la Tour romaine étaient inscrits dans de coûteux établissements privés. Le collège du coin était jugé trop mal famé par leur famille et ouvrant des perspectives scolaires insuffisantes. Seuls les parents de Camille l'avaient inscrite là, preuve selon Salim qu'il ne lui prêtait qu'une attention de façade et n'envisageait pas de se compliquer la vie pour elle. Salim essayait, tant bien que mal, de tracer son chemin en classe. C'était une tâche que sa famille, pour qui la réussite scolaire était secondaire, compliquait singulièrement. Il avait découvert Camille en entrant au collège, 3 ans plus tôt. Rien, a priori, ne la distinguait des autres élèves. Mêmes vêtements, mêmes affaires, même démarche, mais il sentit aussitôt qu'elle était différente. Elle était jolie, très jolie, avec d'immenses yeux violets, beau à vous faire tourner la tête, mais il y avait autre chose. Cette impression fut confirmée dès le premier cours. Leur prof de maths, un homme entre 2 âges, l'air un peu désabusé, entreprit de tester leurs connaissances. Pour la majorité des élèves, ce fut chose accomplie en quelques minutes. Salim tint le coup un peu plus longtemps, mais avec Camille, le prof tomba sur un os. Elle résolut les premiers exercices avec une telle facilité qu'une petite lumière de plaisir étonné s'alluma dans l'œil de l'enseignant. Il corsa ses questions, tendit des pièges. Camille répliqua avec la même aisance. La classe commença à s'agiter et le prof fronça les sourcils. Il passa au programme de troisième, ce qui ne sembla pas gêner sa nouvelle élève, et, si la lumière brillait toujours dans l'œil du prof, elle se teinta d'agacement. Des questions datant de souvenirs de fac, auxquelles Camille répondit sans coup férir, lui donnèrent à penser que le phénomène qui lui faisait face était peut-être meilleur que lui en maths. La sonnerie de fin du cours lui enleva la douloureuse possibilité de vérifier cette hypothèse. Salim profita de l'intercours pour lier connaissance avec Camille, et ce premier jour de classe marqua le début d'une indéfectible amitié. Il ne savait pas trop quelle raison elle avait de le fréquenter, mais il avait l'absolue certitude qu'elle était le génie qui, tôt ou tard, transformerait sa vie. Il avait en elle une confiance inébranlable. Ce soir-là, quand il rentra chez lui, l'atmosphère lui parut encore plus confinée que d'habitude, presque irrespirable. L'appartement résonnait de piaillements de ses sœurs, des vociférations de la télé que ses cousins regardaient en continu et des cris de sa mère qui piquaient une colère à tout bout de champ. Salim attrapa de quoi grignoter dans le réfrigérateur et essaya de trouver un endroit calme pour faire ses devoirs. C'était, bien entendu, chose impossible, et il se résigna comme tous les soirs à se réfugier sur le balcon. Il s'était aménagé là un recoin à l'aide de cartons, d'un dessus de machine à laver et d'un vieil étendoir déglingué. C'était son domaine et, malgré son caractère paisible, il n'avait pas hésité à distribuer sans compter des claques à toute sa fratrie jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'était une zone interdite. Salim s'installa du mieux qu'il put et ouvrit son livre pour essayer de comprendre le théorème de Pythagore. Aussitôt, son esprit s'échappa vers Camille qui, elle, n'avait certainement pas besoin de réviser quoi que ce soit. Elle n'en tirait aucune fierté et tentait plutôt de dissimuler qu'elle aurait pu, sans aucune difficulté, passer au lycée à la fin de l'année. Salim avait mis du temps à la comprendre. Mais pourquoi tu ne leur dis pas que tu sais déjà tout s'était-il un jour étonné. D'abord, je ne sais pas tout, et puis qu'est-ce que ça m'apporterait? Je ne sais pas, moi, la célébrité? Bof. Tu te souviens au sixième, le prof de maths qui m'avait fait la tête toute l'année parce que je lui ai montré ce que je savais, le jour de la rentrée? Il était vexé, Camille, oublie-le. Ça ne te rendrait pas heureuse d'impressionner le collège entier? Je crois, Salim, que je suis aussi heureuse que je peux l'être. Pourquoi changer? Mais, si je partais au lycée, on se reverrait plus, non? Ça compte? Salim n'avait rien ajouté, il était hors de question qu'il perde Camille. Chapitre 5. Camille, en effet, ne révisait pas, elle étudiait. Après un rapide repas pris avec ses parents dans un silence presque complet, car son père était préoccupé, elle s'était réfugiée au premier étage, dans la bibliothèque. La bibliothèque est l'âme d'une maison, tous les gens de bonne naissance le savent. Il aurait donc été inconcevable aux yeux des du ciel qu'une demeure comme la leur ne comprenne pas une telle pièce, où les hôtes de marque et le maître des lieux se retirent
après le repas, pour fumer un cigare et boire un verre de cognac. Mais une fois la maison achetée, la pièce dédiée, les Duciel s'étaient aperçus qu'ils n'avaient strictement rien à y ranger. Monsieur Duciel avait résolu le problème en acquérant aux enchères l'intégralité de la bibliothèque d'un vieux marquis écrasé de dettes. Il avait fait installer les livres dans de beaux rayonnages en bois de noyer, et plus personne ne les avait ouverts. Lorsque Camille avait émis le désir de les consulter, Monsieur Duciel avait hésité, pour la forme, avant d'accepter. N'ayant aucune idée de ce qu'il avait acheté, il était persuadé que sa fille adoptive avait déniché quelques ouvrages pour la jeunesse qu'elle déchiffrait avec peine. Il l'avait longuement sermonné sur la valeur des livres, le respect qu'on leur devait, puis s'était, à son habitude, désintéressé d'elle et de ses activités. Lové dans un profond fauteuil de cuir, Camille, comme Salim, s'intéressait à Pythagore. Là s'arrêtait la similitude. Camille n'avait aucune difficulté à utiliser le théorème. Curieuse de nature, elle voulait en savoir plus sur ce mathématicien qui avait révolutionné la géométrie. Elle fut étonnée d'apprendre que les renseignements sur sa vie étaient rares, mais alléchants. Elle avait commencé sa recherche le matin même à la bibliothèque municipale, mais, insatisfaite, la poursuivait chez elle. Elle venait de trouver son bonheur dans un vieux livre en grec ancien d'Aristote. Sa famille et ses profs auraient été bien surpris de l'avoir absorbé dans cet ouvrage, puisqu'elle était censée ignorer le grec. Mais elle avait toujours jugé inutile de leur révéler qu'elle l'avait appris comme le latin, seule, sans réelle difficulté et avec beaucoup de plaisir. Elle découvrait que Pythagore, non content d'avoir donné son nom à un théorème et à de célèbres tables, avait été, de son vivant déjà, une figure de légende, peut-être fils d'Apollon, faiseur de toutes sortes de miracles. Elle était plongée dans un passage captivant lorsqu'un bruit, à l'extérieur, lui fit lever la tête. Elle écouta attentivement quelques secondes, puis reprit sa lecture. Un instant plus tard, le bruit, une sorte de chuintement ponctué de légers cliquetis, retentit à nouveau. Doucement, elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. On entendait souvent parler de cambriolage dans les quartiers aisés, mais la maison entière était truffée d'alarmes et, le soir, on laissait libre dans le jardin Sultan et Gengis, deux énormes molosses que Camille n'avait jamais trouvés sympathiques. La présence d'un rôdeur était donc improbable. Le bruit, pourtant, se fit entendre une troisième fois. Camille frissonna. La maison lui parut soudain déserte, la nuit hostile, le monde glacé. Il lui fallut un effort de volonté pour s'approcher de la vitre. Sous la lumière de la lune, les massifs d'ornements, entretenus avec méticulosité, se découpaient en taches sombres sur le fond plus clair de la pelouse, descendant en pente douce jusqu'à la piscine. Plus loin, la pinède soigneusement reconstituée formait un écran impénétrable entre la maison et la rue. Camille baissa les yeux. Au moment précis où son regard découvrait une forme noire tapie au pied du mur, un tentacule jaillit vers elle à une vitesse ahurissante. La fenêtre explosa en projetant dans la pièce une multitude d'éclats de verre. L'alarme se déclencha immédiatement dans un hurlement strident. Sultan et Gengis se précipitèrent sur la chose en aboyant furieusement. Avec une rapidité qu'elle ignorait posséder, Camille s'était rejetée en arrière une fraction de seconde avant l'attaque. Ce réflexe lui sauva certainement la vie. Le tentacule ne fit que la frôler. Elle ressentit pourtant une vive brûlure et le sang se mit à couler sur son visage. Un éclat de verre avait dû lui entailler la joue. Camille resta un instant pétrifiée, trop choquée pour réagir. Si la chose avait renouvelé son attaque, elle n'aurait eu aucune difficulté à l'atteindre. Mais l'appendice meurtrier s'était rétracté et du jardin montaient les grondements agressifs des molosses déchaînés. En maudissant son irrépressible curiosité, Camille s'approcha de nouveau de la fenêtre. Un frisson glacé traversa son corps. Tout à son combat contre les deux chiens, la créature s'était écartée du mur et apparaissait distinctement à la lumière de la lune et des étoiles. C'était une monstrueuse araignée haute de près d'1 mètre, à la gueule encadrée de 2 très longs tentacules semblables à des fouets. Elle les projetait vers les molosses qui tournoyaient autour d'elle en essayant de les happer. L'araignée rompit soudain le combat et se précipita à toute vitesse vers le fond du jardin. L'un des chiens se lança à sa poursuite, mais son compagnon, étant manifestement blessé, il renonça au bout de quelques mètres. Le jardin s'illumina vivement et des bruits de pas résonnèrent dans l'escalier. Madame Duciel ouvrit la porte de la bibliothèque à la volée. Juste ciel, Camille, qu'avez-vous encore fait? Chapitre 6. Et voilà, Salim. En plus, je me suis pris un savon. Tu me crois maintenant? Camille marchait près de son ami, un pansement barrait sa joue gauche et sa paupière était enflée. Elle s'était levée plus tôt que d'habitude et avait téléphoné à Salim pour lui donner rendez-vous au parc un peu avant le début des cours. Elle lui avait tout raconté de son aventure sur la chaussée la veille, n'hésitant pas à lui parler de la pierre bleue. Il n'avait pas ri, cette fois. Il l'avait écouté avec attention, les yeux fixés sur sa joue blessée. Et ton père n'a pas voulu te croire? Non, bien sûr. Ma mère l'a appelé et il est rentré immédiatement, de très mauvaise humeur. Elle était persuadée que c'était moi qui avais cassé la fenêtre et déclenché l'alarme, et me secouait les puces depuis une demi-heure quand il est arrivé. Il s'est aperçu que les buissons étaient piétinés sous la fenêtre et qu'un des chiens, Gengis je crois, saignait. Il en a conclu qu'un rôdeur avait réussi à franchir le mur d'enceinte. Ce n'était même pas la peine que j'essaie de leur parler de cette foutue araignée. Ils ont averti la police?
Oui, mais personne ne s'est dérangé, tout a été réglé par téléphone. Quel bazar, lança Salim, qu'est-ce que tu comptes faire? Aucune idée. Ça me soulage de t'en parler parce qu'entre l'histoire du changement de monde et celle de l'araignée, j'ai l'impression de perdre les pédales. Camille se tut un instant. Elle reprit un peu plus bas. Et en plus, j'ai vraiment peur. Salim eut un sourire qui se voulait rassurant. Pas de soucis, ma vieille, on va s'en sortir. Tu l'as sur toi, ce caillou? Camille mit la main dans la poche de son pantalon et en sortit la pierre au bout de sa chaîne. Paume ouverte, elle la présenta à Salim et ils se penchèrent pour l'observer. Tu m'as parlé d'une pierre, remarqua Salim, mais ça ressemble davantage à une bille. On aurait pu croire en effet à une simple bille de verre, mais, en son cœur, d'étranges volutes bleutées formaient un dessin en continuel mouvement et sa surface, parfaitement lisse, avait un aspect irisé étonnant. Je pensais à une pierre précieuse, précisa Camille. De quel type? Un diamant? Je ne crois pas, plutôt un saphir. Je peux la prendre? Camille haussa les épaules et Salim tendit la main. Ses doigts s'arrêtèrent à quelques centimètres du bijou. Il fronça les sourcils. Je n'y arrive pas. Comment ça, tu n'y arrives pas? Salim semblait abasourdi. Je n'arrive pas à la saisir. J'essaye, mais c'est impossible. Camille le regarda avec un air grave. Tu veux dire que la pierre te repousse? Non, j'ai l'impression que, quand il l'approche, mes doigts arrêtent de m'obéir. Je n'arrive pas à les forcer à la toucher. Ouvre ta main, ordonna Camille. Un peu réticent, Salim obéit. Quand Camille voulut déposer la pierre, il retira brusquement son bras et elle tomba par terre. Désolé, ma vieille, je ne l'ai pas fait exprès. On dirait que ce caillou et moi, nous ne sommes pas faits pour nous entendre. Ça prouve qu'il a quelque chose d'extraordinaire, non? Tu veux qu'on essaye en te bloquant le poignet? Proposa Camille en ramassant le bijou. Salim fit une grimace. Si ça ne te vexe pas, je préférerais éviter. Camille remit la pierre dans sa poche, non sans l'avoir auparavant observé attentivement. L'agrafe qui la liait à la chaîne lui rappelait les griffes du monstre qui l'avait attaqué, mais elle ne parvenait pas à la trouver repoussante. Au contraire, quel mystère dissimulait ces insolites volutes bleues. Ils prirent le chemin du collège en silence, l'esprit occupé par un saphir étrange et une monstrueuse araignée. À l'entrée de l'établissement, ils contournèrent prudemment un groupe d'élèves de troisième qui parlaient fort et s'agitaient. Éviter les ennuis et ceux qui les provoquent était devenu une seconde nature chez eux, et ils y réussissaient sans trop de difficultés. Ils gagnèrent la salle de français et s'installèrent. Leur professeur, une jeune femme, entra à son tour. Après avoir demandé le silence, avec un succès relatif, elle commença son cours. Le texte du jour était une poésie de Jacques Prévert, Le Cancre. Des photocopies furent distribuées, et, tandis que mademoiselle Nicolas évoquait la tendresse et l'anticonformisme qui se dégageaient du texte qu'elle s'apprêtait à lire, Camille se renversa en arrière sur sa chaise et ferma à demi les yeux. Elle se sentait une nouvelle fois en porte-à-faux par rapport à l'école. Elle était dévorée par l'envie d'apprendre, de comprendre, de savoir, et les profs la laissaient sur sa faim. Elle avait vite saisi qu'il ne tenait pas spécialement à avoir en face d'eux une fille surdouée, aux connaissances vastes et à l'esprit vif. Pour la plupart, l'élève idéal n'était pas un élève intelligent, mais un élève travailleur, calme et obéissant. Elle se savait incapable d'entrer dans ce moule, mais s'efforçait de faire semblant. Elle maîtrisait bien son rôle, et si parfois elle s'abandonnait à un éclat de brillance, la plupart du temps, les profs pensaient avoir affaire à une élève douée, mais dans la norme. Camille sourit. Elle appréciait Prévert, et qu'elle ait déjà lu une bonne partie de son œuvre n'enlevait rien au plaisir qu'elle avait à le rencontrer ce jour-là. Elle aurait simplement aimé que la classe soit plus calme afin de savourer le poème en toute quiétude. Elle avait de l'estime pour sa prof de français et regrettait que la nature du collège ne lui laisse pas la possibilité de mieux gérer ses cours. Mademoiselle Nicolas, pour motiver ses élèves, essayait de leur faire mettre en correspondance l'image du cancre décrit par Prévert et la réalité de l'école. Devant le peu de succès de son idée, elle décida de lire le texte à haute voix. Dès le premier vers, Camille fut happée par la magie de la poésie. Elle adorait entendre lire, surtout avec autant de qualité et de cœur. Elle se prit à imaginer le cancre en but aux moqueries des autres enfants, à la mesquinerie de l'enseignant et sa formidable réponse. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. La scène que Camille se représentait avec netteté prit tout à coup dans son esprit une dimension nouvelle. Le moindre détail, la moindre teinte était perceptible, parfaitement distinct, comme chaque fois qu'elle imaginait quelque chose. Mais cette fois-ci, cela allait plus loin. Une porte mystérieuse s'était ouverte. Le tableau, les couleurs et les personnages lui appartenaient. Elle tendit son esprit, ajouta une touche de rouge imaginaire, modifia légèrement une courbe. À côté d'elle, Salim fit un bond. Quelqu'un poussa un cri et la professeure cessa de lire. Camille ouvrit les yeux. La classe était en effervescence, et c'est en suivant le regard de Salim qu'elle comprit. Derrière mademoiselle Nicolas, le tableau était entièrement couvert de couleurs vives, formant une image certes abstraite, mais au sens très clair, le bonheur. Tu es sûr que c'était toi lui demanda Salim. Ils étaient en récréation.
L'incident avait créé un événement au collège, d'autant que le tableau était recouvert non de craie, mais d'une sorte de peinture qui adhérait parfaitement à sa surface. La deuxième heure de cours n'avait pu être assurée par le professeur de français qui avait quitté le collège, et les élèves s'étaient retrouvés dans la cour. J'en suis certaine, j'ai eu la même impression qu'hier au parc. J'ai imaginé la scène, ou plutôt je l'ai modifiée dans ma tête. Mais on fait tous ça. Non, il y a une différence, et là j'en ai eu conscience. À un moment, j'ai basculé dans une dimension où j'ai imaginé exactement ce qu'il y avait sur le tableau quand j'ai ouvert les yeux. Ça alors, ma vieille, à côté de toi, les X-Men sont des vieillards gâteux. Salim, je n'ai pas envie de rire, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple, si on était dans un film, tu apprendrais à maîtriser ton pouvoir et tu l'utiliserais pour régler son compte à l'araignée cosmique. Salim, on n'est pas dans un film, je suis dans les ennuis jusqu'au cou. Le sourire de Salim, qui n'était que façade, s'effaça. Si c'est vraiment toi qui as peint le tableau sans t'en rendre compte, tu dois maintenant chercher à savoir si tu peux le faire volontairement. D'accord, mais comment? Et c'est toi la magicienne, pas moi. Moi, quand je pense à quelque chose, il ne se passe rien. Toi, visiblement, tu fonctionnes autrement. Essaye de m'expliquer, ça t'aidera peut-être. C'est compliqué, Salim. J'imagine une scène et tout à coup elle m'apparaît avec la netteté d'une chose réelle. Et ce n'est pas tout. Je peux la modifier comme je veux. Retoucher un trait, foncer une couleur, gommer un détail, en renforcer un autre. En fait, c'est comme si je dessinais. Et pour faire ça, tu bascules dans un autre monde? Oui, c'est ce que j'ai ressenti. Mais ce n'est pas un monde comme tu l'entends. C'est dans ma tête que ça se passe. Salim prit un air dubitatif. Je ne comprends rien, mais je continue à penser que tu dois essayer de le refaire. Tu n'as pas d'autres idées? Non. Mais comme a dit le gendre de ma grand-mère, en pinçant le nez du requin blanc qui était en train de le bouffer, il vaut mieux une idée bizarre que pas d'idée du tout. Camille eut un demi-sourire. Heureusement que Salim était là. Avec lui, les problèmes n'étaient jamais graves. Elle réfléchit un instant à ce qu'il venait de lui proposer et dut admettre qu'il y avait peut-être là un début de solution à ses ennuis. Elle s'assit sur le rebord d'une des plates-bandes de la cour et se passa la main dans les cheveux. Salim la regardait, les bras croisés. Ok, je vais essayer, finit-elle par dire. Et tu vas nous dessiner quoi cette fois? Demanda-t-il en souriant. Un double cornet à la vanille? Ton ventre te perdra, Salim. Non, je vais dessiner un rosier, déclara-t-elle en montrant le sol nu, à l'exception de quelques brins d'herbe sèche. Camille tenta de se concentrer pour construire l'image d'un rosier. Mais elle était sans cesse gênée par des pensées parasites. Elle crut plusieurs fois y parvenir, pourtant, l'image ne prit jamais la netteté du dessin sur le tableau noir. Elle rouvrit les yeux. Je n'y arrive pas. Je vois le rosier dans ma tête, mais je ne le dessine pas. Sans répondre, Salim se baissa, ramassa quelque chose, puis se tourna vers Camille. Ce n'est pas vraiment un rosier, c'est bien une fleur, et elle n'était pas là tout à l'heure. Camille saisit délicatement la minuscule rose blanche qui lui tendait. Heureusement que je n'ai pas essayé de dessiner une glace, répliqua-t-elle avec un pauvre sourire. Tu m'aurais trouvé mesquine.